pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelle qui t'a déçu. Sans elle tu seras la plus belle. Moi je roule sans gêne, j'égrène des graines de mon tour du cou. À mon tour de taille je tourne la tête à tous ceux qui s'en mêlent. Belle comme état, même si Peggy n'est plus là. Alors, je m'appelle Yvonne, Suisse Berthier. Bonjour Yvonne. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Donc Yvonne, tu viens des petits frères des pauvres, il y a un lien avec les frères des pauvres ou Alors oui, tout à fait. En fait, je suis salariée chez les Petits Frères des Pauvres, association de gestion des établissements. Donc, c'est une entité qui est très très proche de l'association des Petits Frères des Pauvres. L'idée dans le quartier, en fait, c'est quand il y a déjà pas mal de temps, tout a été démoli et la mairie de Paris et Paris Habitat a rencontré les habitants pour savoir ce qu'ils voulaient dans le quartier. Ce qui en est sorti de cette enquête, c'est que les gens du quartier, les habitants du quartier voulaient alors un cabinet médical, puisqu'il y a eu, une maison de retraite pour les personnes âgées, donc ce qui existe au-dessus d'ailleurs, dans les 6 étages au-dessus. Et entre autres, ils voulaient un espace de rencontre, d'animation. Donc Paris Habitat a en fait imaginé juste ce local qui était au départ vide, parce que pour eux, un espace social, un espace, pour eux ça ne veut rien dire, ils ne savent pas ce que ça implique, donc ils ont juste fait un local destiné à ça. En 2016, 2006 ou 2016, quand le local, l'immeuble entier a été livré, neuf, l'association des Petits Frères des Pauvres a d'abord géré les établissements au-dessus. Donc il n'y a pas la polystructure, il y a 3 établissements au-dessus pour faire rentrer le plus vite possible les personnes âgées dans les logements. Ce sont des logements. Moi je suis responsable d'une pension de famille dans le 17e, qui est la toute première pension de famille qui a ouvert en France et qui est devenue vétuste. Donc on a décidé de démolir et reconstruire à neuf. Donc on a relogé tout le monde qui était hébergé logé chez nous à la pension de famille dans le 17e. Et fin 2017, sachant que je suis en CDI, je me suis retrouvée sans activité puisque l'établissement était fermé. Donc on m'a proposé de venir ici, dans ce local qui était vide, de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place pour répondre à la demande des habitants qui était d'avoir un lieu de rencontre et d'animation. Donc pendant 3 mois, j'ai fait du benchmarking. Donc j'ai essayé de faire une étude comparative de tout ce qui existait déjà comme café associatif sur Paris, mais aussi voir sur Internet ce qui existe ailleurs en France et comment ça fonctionne, comment les uns ou les autres ont mis en place, etc. Il en a découlé qu'il y a différentes manières de fonctionner et la plupart des cafés associatifs fonctionnent avec une adhésion et donc avec du public qui est forcément adhérent pour avoir des tarifs ou qui puissent bénéficier du café parce qu'ils sont adhérents. Dès le départ, en tout cas nous on a décidé de ne pas faire ce système-là parce qu'on voulait être ouvert à tout le quartier, ouvert à tous sans condition. Donc en fait on a le temps d'installer, parce qu'en fait comme c'était un local entièrement vide, il fallait imaginer le sur-mesure, donc faire un bar sur mesure, faire une cuisine, etc. Donc le temps de trouver les financements aussi pour l'investissement. Les travaux ont été faits et nous avons finalement ouvert fin 2018. Dès l'ouverture, il y a eu énormément de monde. Parce que pendant les travaux, déjà, il faisait beau l'été, on laissait la porte ouverte, les gens passaient, nous demandaient tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir. En fait, il y a une réelle demande, il y a une réelle attente sur le quartier qu'un tel lieu s'ouvre. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans le quartier et qui s'ennuient, soit qui vivent seules, des femmes isolées, des mères isolées, mais aussi beaucoup de personnes âgées qui sont seules dans le quartier et qui s'ennuient. Donc dès que le bouche à oreille a marché très très vite et très rapidement, en fait, le café s'est rempli et aujourd'hui est rempli quasiment tous les jours. Alors il y a des réguliers, des personnes qui sont là tous les jours, et puis des personnes encore aujourd'hui, au bout de presque 1 an et demi d'ouverture, des nouveaux encore qui arrivent avec le bouche à oreille ou qui découvrent le café en passant, etc.
D'accord. Et donc le 13e, tu connaissais pas en fait, toi? Du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai que quand je suis venue en janvier 2018, j'ai fait du démarchage auprès des associations qui faisaient des cafés, mais aussi du coup auprès des associations du 13e. Pour savoir un peu quels étaient aussi leurs besoins et leurs souhaits éventuellement d'intervenir dans le cadre de ce café. C'est là que j'ai découvert un certain nombre d'associations, mais aussi la mairie du 13e, qui avait comme projet effectivement de mettre en lien des associations. Et en fait, aujourd'hui, on fonctionne avec un certain nombre d'associations du quartier qui proposent des ateliers au sein du café. Là, en ce moment, justement, il y a les jardins numériques qui proposent un atelier smartphone. Après, il y a plein d'autres associations qui proposent des activités ou des ateliers au sein du café. Okay. Oui, il y a un truc qui m'a quand même étonné là sur le projet, sans rentrer encore dans le fond, mais il a marché tout de suite. Oui. Parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment eu un besoin, une demande. En fait, on est entre la ceinture du tram et le périphérique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne dépassent pas la ceinture du tram. Pour eux, c'est un peu un no man's land, en fait, un endroit où... Et en plus, c'est vrai qu'au niveau commerce, il n'y a pas grand-chose. Au niveau café, il n'y a pas grand-chose, à part le Coupi. Il y a un restaurant gastronomique, mais beaucoup de gens ne vont pas au restaurant gastronomique parce que ça coûte trop cher. Donc en fait, il y a beaucoup de gens dans les HLM ou qui habitent derrière, dans le quartier Bédier-Boutroux, qui n'ont pas grand-chose et qui sortent pas beaucoup. Et c'est vrai que du coup, depuis qu'on est ouvert, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des gens, au départ, qui connaissent parce qu'ils sont passés par hasard et qui, du coup, viennent. Mais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent le même immeuble, la même cage d'escalier, qui se sont souvent rencontrés, vus, et qui ne se sont jamais adressés à la parole. Depuis que le café est ouvert, ils ont fait connaissance et il y a plein de personnes qui me disent depuis qu'il y a le café, on a maintenant des amis dans notre immeuble. Et parce qu'ils ont commencé à discuter en venant au café, en fait. Donc tu as réussi le pari du vivre ensemble en fait finalement. Le pari en tout cas de la convivialité et de permettre aux gens effectivement de se rencontrer et de parler, d'aller au-delà de cet enfermement, cette peur de l'autre peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de gens effectivement, ils rentrent, ils sortent de chez eux, mais n'osent pas s'adresser aux autres. Alors qu'ici, mon souhait, c'était vraiment que ce soit un lieu convivial et chaleureux. D'ailleurs, fait partie de mon règlement intérieur, la convivialité. Donc voilà, l'idée, c'est que vraiment tout le monde joue le jeu, de dire bonjour aux autres. Éventuellement, quand on entend quelqu'un cherche quelque chose, ou éventuellement de s'en mêler, pourquoi pas, et de discuter. Les bénévoles que je recrute, en tout cas, je leur demande d'être particulièrement attentifs aux personnes qui sont seules, pour essayer éventuellement d'entamer la discussion et de mettre en relation. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent moi, j'aime beaucoup, j'ai telle passion. Et à force d'entendre dans telle personne et une autre personne qui a éventuellement la même passion, éventuellement de les faire rencontrer et du coup d'avoir des amis. Et ton public, en fait, c'est vrai que je suis assez étonné là, sur ton public. Là, tu touches tout le monde, tu touches tes enfants, j'ai même vu des tout petits jouer au jeu, des choses comme ça. Ouais. C'est quelque chose que tu as voulu emmener, ça fait partie de... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Piffères des Pauvres, en fait, s'occupent principalement de personnes âgées, de plus de 50 ans, plus de 60 ans. Ouais. Là, l'idée du café, c'était aussi de répondre à un besoin des personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées qui me disent on en a marre d'être cantonnés entre nous, d'être un peu parqués dans les maisons de retraite entre personnes âgées. C'est pas la vie. La vie, c'est une mixité en âge, mais aussi une mixité sociale. C'est vrai que nous sommes dans un quartier politique de la ville où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais par contre, dans le même quartier, on a quand même des grands établissements, une annexe de la mairie de Paris par exemple, il y a beaucoup de salariés. Il y a, il y a beaucoup d'architectes du patrimoine. Donc il y a pas mal de salariés en fait, dans le quartier, ou même des salariés qui sont de passage. Et là, ce lieu, justement, fait que tous ces gens-là se rencontrent. Tu les vois, ces gens-là? Tout à fait. Il y a des personnes salariées de la mairie de Paris qui viennent régulièrement boire leur café quasiment tous les jours ici, à 3-4. Okay. C'est un peu leur rituel et du coup, ils font connaissance avec d'autres personnes. Il y a d'autres salariés de la mairie de Paris, par exemple, une fois par mois, ils commandent
commandent un repas, livré ici, donc elles prennent le repas ici et du coup ils prennent une boisson. Il y a d'autres jeunes salariés qui se retrouvent ici des fois pour du coworking avec leur ordinateur portable, ils s'installent à plusieurs tables et du coup ils font connaissance et en fait ça crée vraiment un mélange. Là on commence les vacances scolaires sur Paris et tu vas voir les après-midi, il y a quand même très souvent des enfants qui viennent, alors après il y a entre 7, 12, 13 ans qui viennent souvent même de manière autonome parce que les parents ils font confiance, ils connaissent maintenant le café donc ils disent oui, ils savent que là ils peuvent venir tranquillement, ils savent qu'il y a plein de jeux de société, les enfants prennent les jeux de société, ils s'installent à la grande table et ils se mettent à jouer. Les personnes âgées qui viennent, du coup ils sont ravis parce que du coup de temps en temps la personne à côté du coup elle peut conseiller ou elle peut pas forcément surveiller mais du coup enfin je veux dire ça a de la vie quoi. C'est important, ça rajeunit quoi. Ça permet de rajeunir pour les personnes plus âgées, puis de se sentir utile encore parce que des fois ils peuvent faire part de leur expérience ou par rapport aux plus jeunes, ou les plus jeunes par exemple peuvent faire une course rapide pour une personne âgée qui ne peut pas trop se déplacer par exemple. Et on va dire tiens je te donne de l'argent, est-ce que tu peux aller à la boulangerie du coin et nous acheter un petit truc et, non, du coup il y a des échanges qui se passent, c'est vraiment chouette. D'accord. Alors moi je vais te poser une question au niveau de ton fonctionnement, moi c'est quelque chose qui m'a bluffé. C'est tu t'appuies essentiellement sur des bénévoles. C'est ça. Alors quand on voit une structure comme ça, on pense plutôt à des contrats aidés, à des contrats civiques, maintenant c'est la mode, etc. Mais des bénévoles et encore plus sur ce quartier-là, ça a été très fort. Donc, comment on fait pour assurer, pour avoir des bénévoles comme ça qui... Parce que tu as quand même une planitude horaire, là j'ai vu, ça n'arrête pas de... C'est ça. Tu fais du 9h-18h. J'ai des équipes de 2 à chaque fois. Et pour avoir des équipes de 2 et avoir cette ouverture-là, en fait, j'ai 34 bénévoles actuellement. Je vise à avoir des équipes de 3 d'ici fin mars si possible. Parce qu'en fait, à partir de fin mars, les journées commencent à se rallonger pas mal. J'ai eu des demandes et donc je voudrais ouvrir, en fait, au lieu de fermer à 18h, fermer à 20h. J'ai une autorisation de terrasse, donc on va ouvrir une terrasse sur la rue, parce qu'il y a une grande rue. J'ai déjà tout le mobilier et du coup il faut des équipes de 3 effectivement. J'ai pas trop de mal à trouver des bénévoles en fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui viennent faire du bénévolat. En fait, des gens du quartier qui sont soit jeunes retraités, soit des jeunes mamans seules, mais qui du coup veulent sortir un peu de leur quotidien, de s'occuper toujours de leurs enfants toute la journée, ou qui sont en recherche d'emploi aussi. Et en attendant de trouver un emploi, ils ont envie de s'occuper et de se sentir utiles. Et mine de rien, sur les 34 bénévoles, j'ai une bonne moitié qui habite le quartier, je crois. D'accord. Et donc en fait, ils viennent te voir ou ils viennent te voir Il y a différents moyens. C'est soit ils passent au café et ils découvrent le café, ils se disent tiens, moi je suis prête aussi à faire du bénévolat. Donc c'est le bouche à oreille. Des fois je mets une affiche sur la porte, donc ils voient l'affiche. Donc ça, il y en a pas mal. Après, il y a aussi le fait d'avoir mis des annonces donc, sur le site des Petits Frères des Pauvres. Donc il y en a qui passent par l'association des Petits Frères des Pauvres qui sont redirigés vers le café. Et puis on a mis des annonces sur des sites comme Tous Bénévoles ou d'autres sites internet qui sont spécialisés dans la recherche de bénévoles. Donc du coup, j'ai des bénévoles qui viennent aussi d'un peu plus loin. Par exemple du 17e ou même du 94 ou d'autres départements. C'est une minorité quoi. Et une deuxième chose qui m'a marqué en tout cas dans ton fonctionnement, notamment en soirée, c'est l'aspect culturel. Et connaissant bien ce quartier, c'est pas du tout quelque chose auquel on était habitué. Et deux questions. La première, c'est comment on fait pour faire venir des musiciens. Est-ce qu'ils sont bénévoles ou pas? Tu peux le dire ou pas, je sais pas. Et la deuxième question, c'est du coup, quel est le ressenti des habitants? En tout cas, toi, quel est le retour qu'on t'a fait par rapport à ça? Alors, plusieurs choses. La première, ce qui pour moi a été très très important et c'est vraiment un souhait personnel,
quand j'ai ouvert le café, c'était d'ouvrir dans le quartier un lieu qui soit pas seulement un café, mais aussi un lieu culturel. C'est permettre d'ouvrir l'esprit des gens du quartier à la culture de manière générale. La culture par la lecture, c'est pour ça qu'il y a énormément de livres, pour que les personnes puissent accéder à la lecture gratuitement, que ce soit ludique, etc. C'est là, ils sont où là, l'encyclopédie? Ah, il y a un peu de tout, Ouais, c'est vrai. on m'en a même piqué un, donc pour te dire, ça intéresse. Il y a du public pour tout en fait, hein. C'est vraiment la diversité de la culture. La possibilité d'emprunter des DVD, des CD, mais aussi la possibilité de regarder des tableaux. Ah oui, il y a ce Il y a côté-là aussi. des peintres, des photographes qui peuvent exposer ouais. l'art. Et c'est vraiment... Parce que je me suis rendu compte que les personnes souvent qui sont en précarité s'interdisent d'aller dans les musées ou d'aller dans des bibliothèques parce qu'ils se disent c'est pas ma priorité, quoi. J'ai pas l'argent, je vais ramer, je vais déjà savoir comment je vais faire pour finir le mois ou manger quotidiennement. Et donc ils s'interdisent en fait de sortir, de voir des spectacles ou d'aller dans les musées. Là, l'idée, c'est vraiment de permettre à toutes ces personnes-là qui ont peu de moyens d'accéder à la culture de manière générale. Les livres, les DVD, les tableaux, mais aussi les spectacles. Donc, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, il y a des spectacles. Que ce soit des concerts, des contes, magiciens. Enfin voilà, après, j'essaie de diversifier un maximum. Que les chanteurs. Il n'y a pas que des chanteurs. De temps en temps, il y a. Alors, une fois par mois, il y a des conteurs. Là, je sais qu'il y en a un deuxième conteur ce mois-ci. Il y a 2 soirées. Pour adultes? Oui, Ah ouais. tout à fait. C'est un peu du théâtre en fait. Hein, mais, non, justement, c'est une idée reçue. Les gens au départ se disaient contes et du coup ils se sont dit c'est pour les enfants. Ouais, plutôt, ouais. Et en fait non, c'est vraiment des contes pour adultes. D'accord. Ça permet justement en tant qu'adulte de s'évader dans les histoires. Et en fait, ça a tellement bien pris que le public me dit mais quand est-ce qu'il revient tel conteur? C'est le même qui revient. Non, ils sont à 3 en fait. Il y a un homme et 2 femmes qui sont des comédiens, qui sont des artistes, et qui à tour de rôle en fait s'arrangent pour qu'il y en ait toujours un par mois. Là j'ai un nouveau conteur aussi qui m'a contacté et du coup il y a, je dis en mois de février il va y avoir 2 soirées le 14 le prochain. Donc avec de l'humour, etc. Il y a un magicien qui vient de temps en temps, il y a un ventriloque aussi une fois de temps en temps. Enfin voilà, j'essaie de diversifier au maximum, même au niveau des concerts. Il y a autant du rock que du jazz, que du brésilien, de la samba, différents styles. Il y avait du classique aussi. Apparemment ça marche un peu moins bien le classique. Mais voilà, j'essaie de diversifier. Alors gratuit par gratuit, non c'est pas gratuit. Ma volonté, alors comme je suis mariée à une famille d'artistes, j'ai eu le souhait en tout cas de reconnaître les artistes et de ne pas les exploiter. Donc ma priorité c'est en tout cas de prendre des artistes et de les rémunérer. Donc soit je les rémunère sous forme sous facture, donc ils ont une association et ils me fournissent une facture, soit par le GUSO, donc ce sont des intermittents du spectacle, et donc je les rémunère. J'ai un budget par soirée, un budget, voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là je déclare un cachet. Donc c'est soit l'un soit l'autre, je négocie avec des artistes le montant du cachet à chaque fois, et sachant que j'ai un budget à l'année de 20 000 €. Et les 20 000 € ce sont essentiellement des dons qui sont donnés aux petits frères des pauvres pour le fonctionnement, alors pas seulement du café, mais d'autres. Et l'association Petits Frères des Pauvres a fait ce choix-là, en tout cas, d'investir là-dedans. Après, je cherche aussi des subventions qui peuvent éventuellement atténuer, mais en tout cas, voilà, j'ai un budget de 20 000 € pour les spectacles. Que j'ai voulu volontairement gratuit. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'on paye rien et puis en plus les consommations sont tellement pas chères que tu peux même pas te rattraper dessus, quoi. Non, les consommations, en tout cas le prix des consommations couvre le prix de base du produit, des produits annexes, ça veut dire un café à 80 centimes. À la base, la capsule me coûte 40 centimes. Mais il y a le sucre, il y a le chocolat ou le nounours ou le spéculoos à côté, il y a le fait de chauffer l'eau, il y a l'eau, il y a l'électricité pour chauffer, l'assurance, etc. Donc ce qui fait que le tout compris, j'ai fait un calcul pour que le café revienne à 80 centimes. Donc l'idée c'est de proposer des produits, café, thé, boissons, à un tarif intéressant pour le public qui est ici parce qu'ils ont peu de moyens, mais qui me permettent en tout cas au maximum de rentrer dans mes frais. Et c'est pour ça qu'on fonctionne avec des bénévoles. Si on avait un salarié, on ne pourrait pas fonctionner. Oui, bah oui. Non, c'est comme ça, c'est que la partie des salaires...
mange entre guillemets une grosse partie de votre budget. Ouais, on est sur du 80%, donc derrière, c'est pas grand chose quoi. C'est ça. Et ça, c'est une réalité. Et puis, donc un peu, Yvonne, c'est un peu toi tout ça finalement, j'ai l'impression. C'est beaucoup moi. C'est un peu toi, tu as réussi à tu t'es exprimé là-dedans quoi. C'est ça. À savoir, je me suis fait plaisir. C'est vrai que j'avais carte blanche au départ. Et c'est vrai qu'au départ, quand on m'a proposé le projet, on m'a dit voilà, on te demande si tu peux réfléchir à mettre en place un café social. Et j'ai tout de suite répondu non, je ne veux pas mettre en place un café social, mais un café alternatif et culturel. Parce que il y en a assez que les quartiers politiques de la ville ou que les gens en précarité, on met toujours des étiquettes sociales, RSA, le centre social, l'assistance sociale, la CAF sociale, etc. Et là, je ne voulais pas cette connotation-là, en tout cas, je voulais cette connotation plutôt alternative. Parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. Ce n'est pas juste un café, ce n'est pas juste un bistrot, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est vrai que j'y ai mis beaucoup ma touche, je me suis fait plaisir. Mais après, c'est pas mon café, c'est vraiment le café, les bénévoles qui prennent en charge ce café. Ça devient de plus en plus leur café. Et d'ailleurs, je les pousse à monter un peu une équipe de responsables de bénévoles qui eux-mêmes vont recruter d'autres bénévoles. Parce qu'en fait, je ne suis pas destinée à rester sur le quartier. Je ne suis pas destinée à rester responsable du café. Parce que là, pour l'instant, mon salaire n'est pas pris en charge, en tout cas par le café. Il ne peut pas l'être. C'est pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est que je lance le projet. Là, on monte d'un créneau parce qu'on va mettre en place la terrasse. Donc, je recrute encore de nouveaux bénévoles. Mais une fois que ça fonctionne, l'idée, c'est que au plus tard, à la fin de l'année, ça puisse fonctionner en autonome et que moi, j'aille sur un autre projet. Je pense pas qu'on va perdre en termes de programmation, tout ça. C'est difficile quand même de se désengager, je pense. Je sais pas. Après, ça dépend si l'équipe de bénévoles arrive à reprendre la relève. Tout dépend. Alors peut-être qu'il peut y avoir de la perte, c'est sûr. Parce que c'est vrai que moi, c'est vrai que c'est lié un peu à moi. C'est lié à la personne. Mais pas forcément. Après, c'est un projet qui est écrit. Oui. Donc le projet, je peux le repasser. Après, tout dépend si les personnes qui reprennent la suite ont ça à cœur ou pas, c'est sûr. Il faut toujours des gens moteurs en fait pour la réussite d'un projet. Ça ne peut pas fonctionner sans personne. On n'est pas des robots. Ça ne fonctionne pas sans personne. Ça fonctionne actuellement avec 34 bénévoles. Et sur les bénévoles, actuellement, il y a au moins 2 ou 3 bénévoles qui sont beaucoup plus impliqués que les autres, déjà. Donc, je pense... La réussite, c'est moins un écrit. Tu vois, tu peux pas écrire la réussite d'un projet. Tu écris un projet, mais s'il réussit, c'est parce qu'il y avait une personne qui a porté le projet dans des conditions ou qui était animé d'une certaine façon qu'on fait qu'en fait le projet il a pu marcher. On voit bien sur des fois il n'y a pas besoin d'avoir des grands projets, mais avec des grandes personnes on a des grands résultats. Oui, mais ça c'est une passion, c'est quelque chose que tu peux transmettre à quelqu'un d'autre. C'est à force, tu expliques à force pendant ça va faire 2 ans. Là ça fait 1 an et demi, donc je reste encore un certain temps, certainement jusqu'à la fin de l'année. Pendant tout ce temps-là, je travaille avec des bénévoles, je travaille avec le public et je transmets cette volonté et je pense que le public, même si moi je pars et qu'après il y a d'autres personnes qui vont dire bon il y aura moins de spectacles, le public va faire pression. Peut-être s'ils ont envie que les spectacles continuent. Si les bénévoles ont envie aussi que ça continue, ils vont prendre en charge le truc. Et eux-mêmes ils vont recruter des bénévoles et transmettre à d'autres nouveaux bénévoles l'idée de la convivialité, etc. Et c'est quoi ton moteur à toi? C'est quoi qui fait qu'en fait tu t'engages sur ces projets ou sur ces missions? C'est pas tout un chacun qui peut faire ça. Fais-nous ta motivation. Ma motivation. Tu viens pas de la côté quoi, pour venir jusqu'ici, faut l'accepter quoi. Alors, ma motivation j'ai toujours été travailleur social. J'ai longtemps travaillé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Après, j'ai travaillé dans une pension de famille, donc toujours avec des publics, soit SDF, soit en précarité en tout cas. Et ce que j'ai remarqué, c'est le regard des collègues travailleurs sociaux sur ce public-là. C'est très souvent le travailleur social se situe là et le public, en tout cas les gens en précarité ou les gens à la rue sont là et ils se sont,
Les collègues se sentent toujours supérieurs à ces personnes. Ça m'a toujours gênée parce qu'en fait je me dis il ne faut pas grand chose pour que quelqu'un se retrouve à la rue. Il ne faut pas grand chose pour qu'il y ait une rupture familiale, une rupture financière. Des fois c'est ric-rac à deux avec un enfant, un deuxième enfant, et puis il se passe quelque chose et que du coup soit le mari, soit la femme se retrouve dehors parce qu'il y a une violence et que pour X raisons ça se passe très vite et quelqu'un peut se retrouver dans la rue. C'est pas une raison pour que ces personnes-là soient considérées comme moins que rien. Certains sont responsables de leurs conditions, mais pas tous. Et tous n'ont pas choisi de se retrouver dans ces situations-là. Moi, je pars de l'idée que, en tout cas, ces personnes-là sont mon égal. Ce sont des êtres humains. Moi aussi, je peux me retrouver à la rue à un moment donné. Je les tutoie. Je veux dire, j'essaye de mettre en pratique et de leur proposer ce que moi, j'aurais souhaité qu'on me propose si j'étais dans cette situation-là. C'est vrai que c'est pas souvent partagé par des collègues professionnels. Mais en tout cas, moi, ça a été mon souhait. C'est un public qui est dur quand même. On ne peut pas dire le contraire, quoi. Travailler avec ce public-là, notamment les gens dans la rue, les gens quand ça déshérité. Moi je dis nécessiteux des fois, on me dit non, on peut pas dire ça. Des SDF, etc. C'est quand même un public qui est extrêmement difficile, même à aborder, à échanger avec eux, et qui sont souvent remplis de déception, parfois de violence. Comment on fait pour aborder? Alors, juste pour l'anecdote, mon animal préféré, et j'en fais la collection, c'est la tortue. J'ai la tortue de 19 lions, d'accord. Non, c'est la tortue. Okay. Pourquoi la tortue? Parce que à travailler dans ce milieu-là, je me rends compte que l'être humain, tous, nous sommes des tortues, avec une carapace plus ou moins épaisse. Il y a plein de sortes de tortues. Il y a des tortues avec la carapace molle, souple, qui sont marines. Il y a des tortues qui ont des carapaces mais tellement énormes que tu as l'impression que c'est carrément des rochers, des gros morceaux de blocs, de pierre. En fait, l'être humain est une tortue. En fonction de ce que tu rencontres dans la vie, des difficultés que tu rencontres dans la vie, tu te blindes. Et plus tu te blindes, et plus ta carapace elle devient épaisse. Tu t'endurcis, mais au fond, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fond, on a tous un cœur et au fond, on est tous fragiles. Et plus on est fragile, et plus on est attaqué de l'extérieur, et plus on essaie de se blinder, et plus, avec les années, on devient inatteignable, ou presque inatteignable. Quand on rencontre les personnes qui sont SDF, fait partie de ce blindage, le fait de ne plus se laver, de ne plus avoir d'odorat, ils puent, la plupart du temps ils puent. Enfin, vraiment ils ont une couche, on les sent de loin. Hein. Ici d'ailleurs il y en a qui se plaignent en disant oh là là, vraiment ils sont forts. Ça fait partie de son blindage. Il y a des personnes qui sont direct agressifs, ça fait partie de leur blindage. Moi, je n'oublie jamais le fait qu'on est tous des tortues. Et quand on prend la patience, quand on prend le temps d'aller chercher derrière tout ce blindage-là, la sensibilité de la personne, là on peut faire du travail avec elle. On peut l'aider à petit la ramener vers la sociabilité, vers l'acceptation d'une aide, etc. Après je dis pas, on n'est pas le bon samaritain, on n'est pas tous doués pour ça, tout le monde n'est pas prêt, ça peut pas se faire forcément, c'est pas forcément à faire dans un lieu comme le café, mais c'est un début. C'est un début. La famille c'est fait pour accueillir des personnes qui ont été un certain temps à la rue et leur proposer pas seulement un hébergement, parce que souvent on leur propose soit par le 115 une nuit dans des grands dortoirs, c'est inhumain, soit dans les centres d'hébergement d'urgence, des grands dortoirs, maintenant ils font des efforts, ils font des box, des choses comme ça. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui sont depuis pas longtemps dans la rue et qui fuient ces possibilités-là parce que c'est trop violent, c'est beaucoup trop violent. Les pensions de famille, c'est des logements, c'est pas un hébergement, c'est un logement où les personnes apprennent à garder leur lieu individuel, mais aussi où il y a une collectivité. C'est tout ce temps justement où on départ, parce que les centres d'hébergement de réinsertion sociale, souvent on se dit, bon ces gens-là on les prend, on se donne 2 ans, ça c'est la drill, la DAS, c'est le DAS, la drill, qui finance, qui dit en 2 ans, voilà, ces gens-là on les sort de la rue, on met des travailleurs sociaux qui les aident à faire plein de papiers, on les remet au travail, on les remet dans un logement et voilà, finalement. Ça se passe pas comme ça, ce sont des personnes, des êtres humains qui ont besoin très souvent de beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup de personnes, ce qu'on dit, c'est une personne à la rue depuis 3 mois, il lui faut le double pour en sortir. Pour quelqu'un qui est 3 mois à la rue, il faut au moins 6 mois
pour commencer à en ressortir. Donc imaginez toutes les personnes qui sont à la rue depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Quoi. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, on a aussi des retraités SDF. Oui, il y a des salariés SDF aussi. Il y a des retraités, c'est-à-dire qu'eux, on ne peut pas les mettre dans le monde du travail, ils sont retraités, Tout ils à ne pas fait. aller travailler. Alors c'est pour ça qu'il y a les petits frères des pauvres, alors qui ne peuvent pas répondre à tous, mais en grande partie quand même. On a un certain nombre de pensions de famille pour accueillir des personnes âgées SDF. Ou là par exemple il y a la polystructure au-dessus, il y a une résidence autonome pour les personnes qui sont autonomes et qui voilà, c'est un peu une maison de retraite, mais spécialement pour des personnes qui ont eu un parcours en tout cas social. Une pension de famille aussi là au-dessus et une petite unité de vie, un peu un EHPAD, un peu médicalisé pour les personnes non autonomes. Donc l'association Petits Frères des Pauvres en tout cas, l'objectif c'était d'aider toutes les personnes âgées qui sont à la rue ou qui sont dans des situations, des fois dans des logements précaires ou insalubres. Je pense que le phénomène n'est pas aussi important que ça, parce que moi j'entends de plus en plus, et puis Si, bien je sûr. vois aussi des personnes âgées dans la rue, et la réponse qu'on leur donne, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Quoi. Donc toi tu nous dis, les Alors, petits frères des pauvres, etc. C'est ce que je dis, les petits frères des pauvres ne peuvent pas répondre à toutes les situations parce qu'il y en a de plus Ils en plus. participent en tout cas à la réponse. Et plus on répond, et plus il y a un appel en fait. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bouche à oreille fait qu'il y a beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, il y a beaucoup plus d'aide financière que sur l'Île-de-France, sur les départements limitrophes. C'est parce que Paris est une ville et une région en même temps. Oui, oui. Donc Paris a des moyens. Donc Paris a beaucoup plus de moyens et a fait des choix de donner des aides beaucoup plus importantes, en tout cas qu'ailleurs. Le bouche à oreille fait qu'il y a beaucoup de gens SDF qui vont venir plutôt sur Paris parce qu'ils savent qu'ils ont plus d'aide à Paris. Et donc il y en a un peu moins dans certaines autres, dans d'autres départements. Voire même, j'ai longtemps travaillé à Strasbourg en tant que travailleur social dans les CHRS et après je travaillais à Paris. Et en fait, il y a des gens qui viennent même d'autres départements, voire d'autres de la province, pour venir à Paris parce qu'il y a plus d'aide à Paris. Donc en fait, il y a une certaine concentration à Paris. Après se rajoute le fait qu'il y a tous les migrants. On est quand même depuis quelques années là maintenant, dans un mouvement de masse de migrants qui sont des réfugiés politiques à la base, mais qui se sont greffés à ça beaucoup de réfugiés économiques. Parce qu'ils ne trouvent plus réponse à leurs besoins dans leur pays. On les voit pas trop à Paris, ils les ont envoyés. Vous les voyez pas? Moi, je les non, vois mais ils les encore, envoyés en province, il y a des grands corps maintenant en Il y en a province. toujours, oui, il y en a Ils ont beaucoup. réhabilité Alors pas en tous les, province, en Île-de-France. Plus on les pousse de plus en plus loin. Mais C'est-à-dire qu'on n'empêche, les a envoyés il y à a Nantes des... il n'y a pas longtemps, il y a plein de. Non, il y a plein de. Quand Aussi, c'est des provinces, oui. non, c'est des trucs. Ils récupèrent tous les anciens logements, par exemple, ceux qui font de la formation, là, comment ça s'appelle bon, enfin, l'AFPA. bref, l'AFPA, ouais. Ils avaient des grands centres d'hébergement qui sont sous-utilisés en fait, et donc ils réquisitionnent beaucoup de logements, et puis je crois que l'AFPA en fait finalement ils y retrouvent finalement leur compte parce que c'était aussi en difficulté, limite en train de fermer la boutique quoi. Et du coup on les reloge en fait, donc ça se passe à Nantes, mais j'imagine que ça se passe dans beaucoup d'endroits. Alors il y a deux choses. Il y a le fait que effectivement le gouvernement s'est rendu compte qu'il y a une concentration sur Paris, parce que c'est la capitale, parce qu'il y a plus d'aide, etc. Et je pense que c'est une bonne chose d'essayer de répartir et d'envoyer des personnes, parce qu'il y a en même temps il y a plein de villages qui sont en train de mourir en France. Oui, oui. Il y a la ruralité, il y a des villages où il ne se passe plus grand chose, il n'y a plus d'enfants. Donc les écoles ferment, la poste ferme, etc. Et le fait de repeupler avec des familles de réfugiés, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que ça permet justement de continuer à ces villages-là de vivre. Après, il faut encore que dans ces lieux-là, il y ait des possibilités d'emploi. Ça, c'est autre chose. Mais déjà, de pouvoir déconcentrer un petit peu le problème, ça, c'est une chose, c'est une bonne chose. Après, il y a autre chose qui est moins bon, c'est le fait de vouloir cacher la misère par rapport aux touristes qui viennent à Paris. Et ça, c'est effectivement tous les camps, tous les SDF qui étaient sous les tentes et qui avaient squatté Donc eux, on casse un peu les lieux de squat pour les repousser un peu plus loin dans les banlieues lointaines où les touristes vont moins parce que ça se voit moins. Je veux dire, il y a les deux. Effectivement, l'un, je pense que c'est plus condamnable que l'autre qui est plutôt qui est parti sur une bonne base
au départ. Ceci dit, les personnes, on ne peut pas les squatter, on ne peut pas les cantonner à un endroit. Quand ils veulent revenir, ils reviennent toujours. Et si vous regardez bien, parce que moi de temps en temps je viens à Paris en voiture, il y a plein d'endroits où et ils ont toujours de la ressource pour trouver des endroits où ils vont planter leur tente et on ne va pas les chercher, quoi. Et puis des fois on ne les touche pas quand on regarde ce qui se passe à Porte de la Chapelle, qui est Porte de la Chapelle, c'est la route de l'aéroport, quoi. Tu ne peux pas les louper. Soit tu montes, soit tu descends. Je vais dire, s'il y a bien un endroit qui est stratégique, c'est là-bas. Et du coup, Porte de la Chapelle, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont là en attendant de pouvoir aller passer en Angleterre, en fait. Ah ouais, c'est l'autoroute du Nord pour aller à Calais ou pour aller à... Voilà. Il faut aussi pas oublier ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui se retrouvent à Porte de la Chapelle, c'est souvent ceux qui effectivement ont comme intention, pas tous, mais il y a une grande partie, ont l'intention après d'aller plus loin. J'ai l'impression qu'ils partent pas, comme les gens de monde. J'ai l'impression qu'ils partent pas. Moi, en tout cas, je te remercie pour cet échange. Dernière question, si tu avais des gens qui nous regardaient qui souhaiteraient justement monter un projet comme celui-là, un café alternatif, si j'ai bien retenu, quelles sont les qualités principales de ce qu'ils acquièrent ou pas Alors, il y a plusieurs choses. C'est pas seulement des qualités, mais déjà qu'il faudrait que le café soit dans un quartier où il y a des besoins. Il ne s'agit pas d'installer un café dans un quartier où il y a déjà beaucoup de bistrots, où il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, où il y a une nation, où il y a déjà un tissu associatif qui propose pas mal d'activités. Ça marchera moins bien. Il faut vraiment s'installer dans un quartier où il y a de la demande, où il y a des besoins. Je veux dire, parce qu'ici, par exemple, c'est vrai que je n'ai pas choisi, mais il y a eu quand même l'enquête avant où ce besoin est ressorti, quoi, clairement. Donc déjà, choisir le quartier, savoir où on s'installe. Pourquoi pas faire une étude avant pour voir un peu dans le quartier si le projet va avoir de l'accroche ou pas. Après, au niveau des qualités, je pense qu'il faut vraiment être dans la bienveillance, quoi. Il faut vraiment être soi-même dans un regard sur l'autre qui est bienveillant et qui est pas du tout dans le jugement, dans la convivialité. Enfin, je veux dire, voilà, c'est clair que si on vient s'installer en disant, alors moi je vais rééduquer ces gens-là ou je vais ces côtés moraux, c'est clair que c'est même pas la peine, quoi. Je veux dire, très vite ça va clasher, très vite il va y avoir des confrontations, très vite les gens vont fuir le lieu. Par contre, si on est dans l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit, avec ses difficultés, même s'ils sont mauvais, après c'est aussi faire évoluer la personne qui sont mauvais, mais aussi les gens qui viennent et qui, eux, ont une hygiène irréprochable, pour que chacun fasse un pas vers l'autre. Que celui qui a des problèmes d'hygiène fasse effectivement l'effort de se dire, bon, après, je peux peut-être faire attention, il y a la mythe par loin, je peux prendre une douche, me changer. Et celui qui n'a pas de problème d'hygiène, change un peu son regard et se dit, oui, quand même, moi j'ai les moyens de prendre ma douche tous les jours et de laver mon linge, c'est pas toujours le cas des autres, peut-être que je peux faire l'effort d'accepter l'autre, même s'ils sont un peu moins bien, un peu moins bons, quitte à ce qu'on mette un peu des sambons, des machins, enfin voilà, pour atténuer, c'est de faire évoluer les deux en fait, et de se faire rencontrer les deux. Ce projet il est facilement duplicable, même en banlieue par exemple. Tout à fait. Ouais. J'ai régulièrement des gens qui me contactent. La semaine dernière encore, j'ai rencontré une association qui s'appelle Ne Rougissez pas, qui est à Ivry, pas très loin apparemment. Ils veulent ouvrir aussi un truc comme ça là-bas. Donc ils m'ont demandé une après-midi entière, on me posait plein de questions, comment on fonctionne concrètement, techniquement, etc. Là j'ai eu un mail hier de quelqu'un qui veut ouvrir un café comme ça dans le 94. J'ai des collègues qui veulent en ouvrir un à Lille, dans le Nord. Donc, régulièrement, j'ai des gens qui me contactent. Alors, comme je suis une des seules qui a pris le temps d'écrire, de faire un benchmarking, déjà de voir un peu tout ce qui existe, de lister tout ce qui existe et comment ça fonctionne. Et en fonction de ça, de faire le choix d'écrire un projet social du café des Kawa. Du coup, c'est une mine d'or que je peux envoyer à toutes les personnes qui souhaitent monter un café comme celui-là. Ça donne les idées de base et ça permet déjà de gagner du temps pour toutes les autres personnes qui veulent un café comme ça. Il y a déjà un témoignage qui t'a touché de quelqu'un qui est venu pour te dire, pour te remercier par rapport à ton projet. Tous les jours j'ai des témoignages, tous les jours j'ai des personnes. J'ai fait un bilan au bout de 3 mois de fonctionnement.
J'ai je ne sais combien de témoignages de personnes. Alors autant des clients, des personnes qui viennent du quartier et qui me disent oh, mais vraiment super, on n'imagine pas que le café referme un jour. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, j'ai refermé le café pour faire d'autres travaux. Je pensais faire cet été, l'été dernier. Ouais, l'été dernier. Donc on pensait faire une mezzanine, finalement ça n'a pas pu se faire à cause du propriétaire, bon, je passe les détails. On n'en parle plus, hein, c'est fini? Non, c'est fini. Donc au lieu de 1 mois et demi de fermeture, finalement c'était fermé 4 mois. Chaque fois que je venais dans le quartier pour voir l'avancée des travaux, ou voir ma collègue, etc. Je rencontrais des gens du quartier qui avaient l'habitude de venir au café, qui me disaient mais alors quand est-ce que ça ouvre? Même mes collègues qui hébergent donc les personnes au-dessus me disaient mais quand est-ce que ça ouvre? Parce que notre public, les personnes âgées qui sont logées au-dessus s'ennuient et du coup deviennent insupportables pour les aides-soignantes, etc. qui s'en occupent. Parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont plus le café où ils peuvent se divertir et rencontrer d'autres personnes. Quoi. Même dans la rue, les personnes m'arrêtaient, mais quand est-ce que ça va réouvrir? Non mais vraiment, je pense qu'il y a des gens, et je vous dis, il y a des gens qui sont là tous les jours, et qui ont vraiment besoin de... Pour vous dire, à Noël, je pensais fermer pendant 15 jours, les vacances de Noël. Je me suis dit, les bénévoles, ils ont leur famille, ils vont fêter aussi, ça va être galère pour faire un fonctionnement, un planning, en plus il y avait les grèves. Donc je lui ai dit, ok, j'ai décidé, on ferme pendant 10 jours. La veille de Noël jusqu'à Nouvel An. Très rapidement, parce que je fais le planning, un programme pour le mois. Début décembre, les gens ont vu que c'était fermé à la fin du mois. Il y a plein de gens qui nous disent, qui ont parlé même aux bénévoles, ils disent oh là là, mais pourquoi vous allez fermer? Mais nous, on n'a pas de famille pour fêter Noël. Mais nous, on va rien faire, on va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Il y a des bénévoles qui m'ont presque supplié d'ouvrir quand même quelques jours. Et du coup, il y a des bénévoles qui se sont organisés pour ouvrir malgré tout entre Noël et Nouvel An pendant 3 jours pour faire des permanences. Et du coup, vous avez du monde, quoi. Voilà. Bah, merci en tout cas Yvonne pour cet échange. De rien, c'était avec plaisir. Et très enrichissant. Et en tout cas, je te remercie aussi pour ton projet parce que c'est un projet qui apporte beaucoup sur le quartier. Et puis on a besoin d'avoir ce genre de projet et des gens comme toi aussi pour les monter parce qu'il faut du talent derrière. Donc merci beaucoup. C'est vraiment avec plaisir. Comme moi. Ella, Nina, tout comme toi.